Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Petite vidéo de deck building aujourd'hui, on va se faire plaisir avec Gambit alias Rémi Lebeau. Tac. C'est un personnage qui a des très bonnes capacités à la fois en alter ego et en héros, qui nous est sorti en justice. Donc vous me connaissez, je vais rester sur la justice pour aller plus loin que ce que le paquet nous propose. La première chose pour moi ici avec Gambit, c'est que c'est un personnage de type flip-flap. Vous allez tourner de héros en alter ego, d'alter ego à héros, absolument tous les tours, pour bénéficier de cette capacité. Le bourrinisme en héros, le contrôle en alter ego. Alors, ce pack nous amène des alliés X-Men très intéressants. Dazzler qui a le bon goût de désorienter, et Bishop qui va pouvoir fraiser comme un malade. On aurait tort de s'en priver, je les garde, ils sont excellents. À ça, pour avoir un peu plus de contre, je rajoute Marvel Girl, parce que j'aime encore bien. Simplement, ici encore une fois je suis sur le thématique X-Men, vous pouvez vous faire plaisir avec ce que vous voulez. Un professeur X, toujours parce qu'il a le bon goût de désorienter. Quand on fait du flip-flap, c'est très intéressant. Et puis ça mène 3 de contre, c'est ce qu'on attend d'un deck justice. Vu qu'on a du pognon, ça va revenir souvent. Quand je dis qu'on a du pognon, c'est parce qu'on a quand même une carte de base avec double ressource. C'est quand même rare dans les héros, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. On peut se permettre de se faire quelques plaisirs. Et Colossus, qui ne coûte jamais que 3 en plus, est plutôt intéressant. Il amène un tenace. Franchement une bonne carte. Comme on va passer la moitié de notre temps en alter ego, il nous faut compenser le malus de l'alter ego, le fait que le méchant manigance. Une fort bonne carte que j'avais méprisée à sa sortie, mais qui maintenant est souvent dans mes decks, neutralisée, ça va me permettre de me débarrasser du boost du méchant. Quand on sait que maintenant on a des méchants qui peuvent aller jusqu'à des boosts à 4, voire plus si affinité, s'il y a des icônes qui rajoutent des boosts supplémentaires par exemple, ça devient extrêmement fort. Évidemment, un boost à 1, ça vaut pas la peine. À partir de 2, ça veut dire que vous contrez virtuellement à 2 pour 0. Là, ça devient très bon. À partir de 3, là, jackpot, faites-vous plaisir. Et on m'a proposé cette nouvelle carte, que personnellement j'aime beaucoup, mais qui n'a pas sa place dans tous les decks, vu qu'elle est réservée aux espions et aux voleurs, qui permet de retirer 3 menaces d'une manigance, ce qui permet aussi de mâcher le travail pour le charmeur créole, ce qu'il est, voilà. Qui permet encore une fois, de désorienter, et on adore désorienter. Okay. Évidemment, ici, je veux pouvoir jouer en multi. En solo, je pense que vous n'en avez pas besoin, ça fera trop. Il faudra plutôt aller chercher du dégât. Mais ici, en multi, je rajoute des pour la justice, pour avoir encore du contre supplémentaire. Puisque le reste, ça va, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il me fallait un petit contre en plus. 1 pour la justice, ça reste une valeur sûre. 2 pour 4 quand c'est bien fait. Sous surveillance, très sympathique, ça va me permettre aussi de stabiliser le jeu dans certains méchants, y compris contre Magneto ici, c'est très agréable de l'avoir. Et un sens de la justice pour générer du pognon, parce que par exemple, les bonnes cartes de Gambit n'ont pas de ressources mentales. Il y a très peu de mental dans Gambit. Vous voyez, physique, électrique, donc celle-ci me semblait auto-include. Je me passe de 2-3 cartes justice classiques comme un investigateur chevronné, puisqu'investigateur chevronné est une action de héros, et la plupart du temps, quand vous allez terminer le travail, ce sera en alter ego, ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, dans un jeu multi, vous pourriez très bien mettre des investigateurs chevronnés, mais pour les donner à vos copains. C'est totalement possible. Ça dépend de vos goûts. Évidemment, on a les 3 ressources de base, ce qui nous permet d'avoir 5 ressources doubles dans le deck. Très très sympathique.
et ce qui va justifier quelques cartes un peu chères, mais qui vont booster notre économie, telles que le manoir des Avengers, qu'on peut potentiellement jouer pour 2 cartes, très intéressant, et le Hickjet qui va aussi produire de la thune, pas spécialement pour nous, en plus pour n'importe quel X-Men, donc il y a un petit côté multi qui est toujours appréciable. À ça je rajoute Moira MacTaggert, auto-include si vous jouez flip-flap. Ça veut dire que en solo, tous les 2 tours, vous allez avoir une carte en plus. Ça fait un demi-manoir, ça tombe bien, elle ne coûte que 2. Mais si vous temporisez avec un copain, tour 1, je commence, je pose Moira, je reste en alter ego, je suis Gambit, c'est pas foncièrement désagréable. Mon pote passe en héros, je lui donne une carte. Tour suivant, il va en alter ego pour se cacher, je passe en héros, c'est moi qui ai une carte, on alterne comme ça, donc ça fait tous les tours une carte supplémentaire pour quelqu'un. Super fort. Comme on est souvent en alter ego, un petit quartier de l'équipage, ça va nous permettre de régénérer. Fondamentalement, un passage en alter ego, ça veut dire 2 points de vie de récupérer, quand on n'en a que 9, c'est toujours appréciable. Et pour l'économie, on va rajouter intense concentration, ça va nous permettre de réduire le coût des super pouvoirs intéressants, parce qu'on a aussi la défense, mais il est gratuit. Nous avons 3 cartes chargées et 2 flush royales. Ça fait que 5. On peut débattre là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? J'ai envie de vous dire oui. Pour moi, 5 cartes, c'est suffisant, parce qu'on est quand même sur un deck, il n'y en a jamais que 40, donc ça fait une carte sur 8, c'est pas mal. Et qu'ici, pas mal de cartes vont quitter le jeu. Notamment, toutes mes cartes grises ici sont des cartes qui restent en jeu. Mais on a aussi tout l'équipement de Gambit. La guilde des voleurs, le bâton, l'armure, ce sont des cartes qui vont quitter le jeu. Donc, pour moi, ça se justifie. D'autant que on peut combiner ça avec le Gen X, extrêmement bien comme carte. Mais réservé aux mutants, donc uniquement posable en alter ego, qui va aussi générer une ressource libre pour les cartes spécifiques de mon identité. Donc avec mon combo Gen X intense concentration, je joue ma carte chargée gratuitement et ma flush royale pour 1. Ça fait quand même rudement plaisir, on dira ce qu'on voudra. Voilà, j'avais testé plusieurs petites combinaisons, je trouve que celui-là est plutôt solide et intéressant. Je prends pas mal de nouvelles cartes, puisqu'ici on a 2 nouveaux alliés, le Paréfraction, et qu'est-ce qui était sorti? Le X-Gen et Moira MacTaggert. Bon, c'est sorti dans Rock, mais on les a eu en même temps, donc sur le principe. Voilà, ici vous avez de la nouvelle carte à tester, après vous pouvez modifier selon vos goûts. Bon, je vous propose de passer au suivant, petite interruption pour moi, et à peine un changement de vidéo pour vous. De retour pour le deck building de Malicia qui nous venait en protection. Pourquoi pas? De toute façon, Malicia, on va être cash, est extrêmement riche en matière de deck building. On y reviendra un peu plus tard, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce personnage-là. Et c'est un personnage qui, pour moi, encourage à builder en fonction des situations. Ici, je propose des decks qui sont des decks que j'ai construits, enfin que j'ai en permanence. Comme ça, quand j'ai des potes qui viennent à la maison, je sors les decks et tout le monde peut jouer. C'est une façon, c'est ma façon de voir le deck building. Si on compare avec ce que propose Steve Kimmel, lui, il construit à chaque fois son deck à partir de rien, en fonction de ses envies et du scénario qu'il va jouer. C'est peut-être même la meilleure façon de concevoir un deck building, même si ce n'est pas la mienne. Donc, ici, évidemment, on va essayer d'aller sur un deck générique. C'est peut-être pas forcément solo, il sera peut-être un peu plus agréable en multi, bien entendu. Je suis toujours un joueur multi aussi. Mais je vous encourage à modifier vos cartes en fonction des situations et de vos partenaires. Surtout avec Malicia.
Ici, donc, nous avons quelques alliés. Armor, c'est la seule que j'ai gardée du kit, parce qu'elle est quand même franchement bien. Elle amène un tenace, presque gratuitement. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente carte. Même hors cycle, on ne peut la jouer que si on est X-Men. Donc attention, vous ne pouvez pas la jouer en alter ego. Mais tout X-Men qui jouerait protection peut se permettre de rentrer armor, ce ne sera jamais perdu. Deux alliés que j'aime beaucoup, en général, c'est Cléa, parce qu'elle est infinie, ça va défendre puis retourner dans mon deck, toujours appréciable, et Frère Vaudou, qui non seulement amène de la sonde, du tuteur, mais qui va me permettre d'amener aussi un peu de contre, ce qui, en général, est le problème de la protection. Ces deux cartes sont mystiques. Vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. Ça va me permettre de gagner le trait mystique. Et donc de poser le sorcier suprême, qui est pour moi une des meilleures cartes du jeu, puisque ça vous permet de monter votre taille de main à +1, en l'occurrence ici à 6. Et le sort de bouclier, qui est une garantie absolue de ne pas me prendre de dégâts. C'est toujours intéressant. Ceci étant limité à 1, on va dire que c'est le sucre du deck. Mais l'idée, évidemment, c'est d'aller chercher le plus tôt possible le sorcier suprême, histoire d'accélérer la mise en place. On est sur une idée de défense parfaite. C'est à peu près l'idée que le deck proposait. Mais pas, on n'est pas un tank non plus. On ne va pas défendre pour une table de 4 joueurs. La plupart du temps, on va se défendre nous, on peut défendre un copain. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ici, on a justement une nouvelle carte qu'on nous propose, pas aujourd'hui, qui nous permet de défendre et de retirer de la menace. Ce que j'aime extrêmement bien avec cette carte-là, c'est que la menace, on la retire où on veut. On n'est pas limité ni coincé par une crise. Donc très très sympa. Rappelons que si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez les combiner. Vous pouvez mettre les 3 sur une même défense pour contrer à 6. Ça fait que théoriquement, pour 1, vous défendez à +2, vous contrez à 2. Un rapport coût-effet très intéressant. J'aime toujours bien Défense désespérée, qui va me permettre de me défendre sans avoir le malus d'être engagé. C'est quand même plutôt confortable, on dira ce qu'on voudra. Toujours dans la série Essayons des nouvelles cartes, il me semble qu'elle était sortie dans Colossus, le coup de poing puissant. Je suis plus sûr de mon coup. Colossus ou dans Spaxi? Bah bon. C'est à la fois une attaque et une défense, ce qui veut dire que vous allez être en instance de défense. Donc vous aurez été... Enfin, l'attaque aura été défendue. Mais c'est une attaque. Donc si vous êtes sonné, ça va annuler le sonné et ça ne fonctionnera pas. Le gros intérêt de cette carte, c'est que ça fait 4 dégâts à un ennemi qui initie une attaque contre vous. Initie. Si les 4 dégâts termine le boulot, l'ennemi est mort, et plus de problème, plus d'attaque. Très très bien quand il y a beaucoup de sbires, surtout des sbires qui tapent fort, mais qui n'ont pas foncièrement beaucoup de points de vie. C'est peut-être pas la meilleure carte du jeu, on peut s'en passer, mais j'avais envie de la tester, voilà, j'aime tester les nouvelles cartes, ça fait aussi partie du plaisir du jeu. Je rajoute à ça, ce qu'on va dire le panel de défense parfaite. Je n'ai pas été chercher celui qui permet d'enlever de la menace et tout ça. Je n'ai pas mis tout le build possible. J'ai été chercher la veste blindée. C'est vraiment la dernière des priorités. Ça va augmenter ma def. Ça coûte pas cher. Et c'est une carte qui sort de mon jeu. 3 intérêts. Mais c'est pas celle qu'on va aller chercher en prio. Évidemment, le nerf d'acier, ça tout de suite très intéressant, puisque ça va me permettre d'avoir de l'économie pour jouer mes cartes de défense, c'est-à-dire ces 3-ci, mais aussi ces 3-ci. Ça peut faire la différence. L'imperturbable, elle a été en plus reskin dans Spaxi, j'ai pris ça comme un signe, je l'ai mis dedans. Ça va toujours me donner une carte quand je défends. Une carte, c'est toujours bon à prendre. Et l'impavide. Alors l'impavide, en général, c'est pas la carte que je mets quand j'ai besoin de défense, parce que ça va juste me donner riposte. Sauf que
Quand j'ai riposte, et je peux l'avoir en touchant le méchant, mes cartes vont gagner des bonus. Si je reprends la croix du sud, tant que j'ai riposte, je sonne un ennemi. Ça veut dire que nativement, admettons, grâce à ça, j'ai riposte, je vais toucher Frère Vaudou pour avoir le trait mystique. Comme j'ai touché un allié, je gagne le trait aérien. J'ai donc bien riposte et aérien. Ma croix du sud fait 8 dégâts et sonne un ennemi. C'est super fort. Sachant que si je joue dans ce deck-ci avec un allié qui a la possibilité d'être aérien, Doctor Strange, Nova, Tornade, alors que Tornade c'est vraiment le meilleur, hein, vous pouvez pas faire mieux de toute façon, alors je suis capable d'avoir les 3 traits. Puisque en touchant un héros, je deviens robuste, je gagne son trait aérien, et j'ai nativement la riposte. Autrement dit, c'est Noël. Ici, on a évidemment la blinde de super pouvoir, que ce soit le transfert d'énergie, la croix du sud. Alors ici ça ne marche pas parce que ça, c'est un événement de défense, les grands moyens. Plein de super pouvoirs, ce qui justifie sans souci l'intense concentration. Et plein d'événements, ce qui justifie aussi le gène X qu'on a eu justement dans ce pack. La vie est bien faite. Voilà, je vais juste rajouter un peu de ressources ici. J'aurais peut-être dû en mettre qu'une, parce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça. Ça va me permettre évidemment de jouer tranquillement mon coup de poing, de poser mon air d'acier et tous mes alliés. Ça fait 7 cartes. En général, 7 cartes, je considère que ça vaut la peine d'en mettre 2. C'est encore une fois une question de goût. Vous pouvez n'en mettre que 1. Puisque c'est pas les cartes, on va dire, principales à la mécanique. Peut-être essayer autre chose en fonction de vos goûts, un allié supplémentaire, ça peut toujours servir. Voilà, donc à choisir, s'il y a une carte qui doit bouger, ce sera peut-être une ici. Voilà, bah, c'est l'idée du deck. J'ai testé, j'ai fait pas mal de modifications. J'avais essayé de prendre le trait Android à l'origine, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué d'avoir 2 traits en même temps. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'avais des cartes mortes. Donc je n'ai pas trop focus sur le fait de gagner les traits de mes alliés. Celui-ci qui est permanent, celui-ci, voilà, ce sera un bonus. Si je peux en profiter. Et pour le reste, bah, on est sur un peu du classique. Sachant que ce qui est évidemment très intéressant, c'est de jouer les cartes du personnage qui sont extrêmement fortes, surtout si vous avez combiné avec. Alors, ben, on va s'arrêter là pour le deck de... Tiens, je l'ai même pas tourné. Pour le deck de Malicia. Et je vais revenir une dernière fois avec un deck bonus, qui cette fois-ci n'est pas de moi, mais qui mérite à lui seul une petite analyse. A tout de suite. Là, 3e partie, on va dire le bonus de la vidéo. Si vous êtes encore là, vous allez être gâtés. Mais j'espère que vous êtes bien réveillés parce que ça va être ultra technique. Ce deck s'appelle Touching Me, Touching Blue de Journeyman 2. Essayons de rendre à César ce qui est à César. L'idée derrière ce deck, c'est d'abuser du pouvoir de Malicia pour poser la meilleure économie possible. Je n'ai pas fait tourner le deck personnellement, je vois comment il marche. Mais rien que comme ça, je sais vous dire que c'est extrêmement fort. Alors, essayons d'être logique et de voir ce qu'on va pouvoir avoir. La cible principale à aller chercher en priorité, toute la mécanique va démarrer là-dessus, c'est d'aller chercher Kalu. Kalu va vous amener les traits Avengers et Mystique. On a tellement envie d'avoir Kalu qu'on va rajouter la carte Appel à l'aide qui nous donne une 2e chance d'aller le chercher.
étant donné que c'est le seul Avengers du deck. Kalu va nous apporter 3 cartes. Comme il est mystique, on va pouvoir devenir sorcier suprême et avoir plus en taille de main. Comme il est Avengers, on va pouvoir poser le Queen Porter et avoir une ressource libre tous les tours. Mais ce n'est pas tout. Kalu va nous permettre de jouer le sort d'invocation, qui va poser un allié gratos. Ce n'est pas tout. Poser un allié n'est pas jouer un allié. On est d'accord? Ce qui fait que ça me permet d'aller chercher Gamora, qui est pourtant réservé aux gardiens, et Ghost Spider, qui est pourtant réservé aux Web Warriors. Vous suivez toujours? Gamora va me permettre de meuler mes cartes et d'aller chercher un événement supplémentaire. Ça tombe bien, on a vu que les événements de Rogue étaient extrêmement puissants. Mais pas que, puisque je possède aussi l'adaptation qui va me permettre de rejouer les cartes de mon cimetière. Si je touche un allié gris, je pourrais récupérer mes cartes grises, de type des événements gris. Mais si je touche une carte bleue, je pourrais récupérer des événements bleus. D'accord? Donc, ça c'est toujours bon à savoir. Sachant qu'évidemment, si je touche Gambit, je pourrais récupérer les événements de Malicia. Ça rend un intérêt à Gambit, évidemment. Donc, avec Gamora, j'ai virtuellement une carte en plus dans ma main. Ce qui me permet d'avoir théoriquement une main, on va dire de 7 si j'ai bien posé mon sorcier suprême. Ghost Spider, qui était réservé au Web Warrior, va me permettre de poser la toile de la vie et du destin. C'est une carte web. Je ne peux la poser que s'il y a un Web Warrior en jeu. Ce sera le cas avec Ghost Spider, enfin je la poserai gratuitement. Chaque fois qu'elle mourra, je pourrai donc aller chercher une carte spécifique à Malicia, plus une carte pour la toile. Et je n'aurai plus qu'à aller la rechercher au cimetière en jouant dans le Spider-Verse, qui me demande de contrôler une carte Web Warrior. Ce sera chose faite avec la toile. Combo infini, on est tranquille. Bien sûr, le fauve, excellente carte X-Men qui nous permet d'aller rechercher des ressources multiples. Ça tombe bien, on en a quelques-unes. Mais surtout, c'est un des seuls alliés à avoir, je pense même que c'est le seul à avoir le trait génie, qui nous permet donc d'aller chercher inventivité. Et encore un générateur de thunes. Dernière carte, le sucre pour le plaisir, le professeur X, qu'on sera toujours content de voir apparaître gratos avec mon sort d'invocation, qui pourra désorienter et amener un contre plutôt puissant. Sachant que on a 3 fois ou 2 fois la super adaptation. Ah, j'ai un doute. On va vérifier. On l'a 3 fois. Ça veut dire que je vais jouer avec Kalu, sort d'invocation normalement, et je peux aller le rechercher 3 fois avec super adaptation. Ce qui fait que je vais sortir mon armée en permanence. Je n'ai donc aucun souci à les sacrifier pour une raison X ou Y. Tellement puissant. Un petit entraînement en équipe pour avoir des points de vie supplémentaires sur nos alliés. C'est peut-être la carte la plus dispensatoire du deck. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris l'intérêt. Mais vu qu'on va remettre des alliés en permanence, j'avoue que le fait qu'ils aient des points de vie en plus, c'est pas ce qui me chauffe. Pourquoi pas? Et peut-être pas encore une fois, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris l'intérêt de la démarche. Et l'objectif clair qui va encore me permettre d'avoir du pognon supplémentaire. Et au prix de points de vie, certes, mais du pognon supplémentaire. On rajoute à ça l'intense concentration et le gène X, que j'avais déjà moi-même mis dans mon deck pour jouer tous mes super pouvoirs, et des super pouvoirs on en a plein. L'héliporteur classique des classiques pour réduire le coût d'une carte, et le Hit-Jet pour encore générer une ressource libre, à condition d'être X-Men. Mais ça, X-Men, on l'est par défaut.
On termine avec l'arme X qui va nous permettre de meuler des cartes pour aller chercher encore une carte spécifique à notre identité. Ouf! Maintenant, admettons, on a besoin de nos alliés pour se mettre en place. Nous avons donc 3 appels de détresse qui nous permettent de jouer les alliés depuis le cimetière au cas où on les aurait manqués, notamment grâce à l'effet de Gamora ou celui de l'arme X. Ce qui fait que même en meulant votre deck, vous n'allez pas perdre des cartes. Vous allez vous offrir des options supplémentaires de jeu. Encore une fois, cette carte met en jeu. Elle ne joue pas. Ce qui veut dire que vous ne serez pas limité par la condition de Ghost Spider, ni celle de Gamora. Tout deck bleu qui veut s'amuser peut jouer Gamora grâce à appel de détresse. Voilà. Ça, c'est la base. Si on revient un petit peu, ça veut dire que de base, une fois qu'on est en place, parce que l'idée ici c'est de... Et tout ça c'est des cartes qui restent en jeu, à peu de choses près. Ouais c'est ça. En fait moi j'aurais franchement mis un Triskelion à la place de ça, tiens. C'est la seule chose que j'aurais changé, parce qu'il y a quand même beaucoup d'alliés, et on en a quand même envie de les avoir en jeu, d'autant qu'il y a une place qui va être souvent prise par Gambit, je pense. Bon, revenons à nos moutons. On a une main de 5. Grâce à mon sort d'invocation, on passe à 6. Grâce à Gamora, on passe à 7. Ce sera forcément un événement, mais on passe à plus 1. Grâce à l'arme X, on peut passer à 8. Ça, c'est la base. Si je décide de suicider dans ce tour-là Ghost Spider, parce qu'elle est déjà en jeu, on passe à 10. 1 de notre identité et 1 avec la toile. Donc, je peux virtuellement démarrer mon tour avec 10 cartes en main. À part avec Captain Marvel, je n'ai pas vu ça souvent. Mais ce n'est pas tout. Il faut les jouer, ces 10 cartes. Ici, j'ai donc une ressource tous les tours, 2 ressources tous les tours, 3 ressources tous les tours, 4 ressources, 5 ressources absolues tous les tours. 5 tunas gratos. Et si en plus je joue du super pouvoir, ce qui va être le cas 90% du temps, je monte à 7, 8 ressources. Non, 6 et 7. 8 ressources tous les tours. Est-ce que vous vous rendez compte du monstre que vous avez devant vous? Faudra se mettre en place. Si les cartes vous chient à la gueule, ça peut prendre un peu de temps. J'irai peut-être pas me battre contre Ronin avec ce deck. Quoique en multi. Mais une fois que vous êtes en place, c'est 10 cartes et 7 ressources tout le temps. C'est monstrueux. Je n'ai pas d'autre mot. C'est monstrueux. Faut vraiment que je le teste. Pour me faire une vraie bonne idée. Mais je pense que c'est un des tout meilleurs decks possibles. Déjà, je vois pas comment on peut faire mieux. Ça a été pensé, réfléchi. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout. N'hésitez pas à le tester vous-même, à voir ce que vous en pensez, à me faire votre retour dans les commentaires. Pareil pour les autres decks que je vous ai montrés, qui sont plus abordables et qui sont restés dans l'idée du paquet de base. Si vous voulez aller plus loin, Gambit en rouge marche très bien aussi. J'en ai pas parlé, mais avec son pouvoir de charger les cartes, d'augmenter les dégâts, tous les sorts à multi-target vont devenir très intéressants. C'est un peu une Miss Marvel 2.0. Donc, Gambit va très très bien en rouge aussi. Donc, n'hésitez pas, faites-moi vos retours. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça ne vous a pas plu? Est-ce qu'il y a des cartes que vous auriez mis, des cartes que vous n'auriez pas mis? Donnez-moi votre avis. J'ai hâte de vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!